commun. Bonjour. Dans cette troisième et dernière vidéo, nous abordons les enjeux et débats du croisement entre commun et paysage. Individuellement et collectivement, nous attribuons des valeurs au paysage. Quelles sont celles qui fondent les communs paysagers? Projet collectif de milieux de vie concertés, nous dit Pierre Donadieu, ils sont vecteurs d'une dimension morale très riche, mais non exempte de paradoxes. La question du patrimoine est caractéristique de ce point de vue. La Convention européenne, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, reconnaît les paysages, y compris ordinaires, comme ressources communes. Son avantage est la prise en compte des pratiques habitantes. Le revers de la médaille est une tendance à l'empaysagement, c'est-à-dire une mise en paysage généralisée du territoire, au risque d'en figer la fabrique, voire d'en spolier ceux-là même à qui on les doit. La patrimonialisation excessive est donc souvent incompatible avec la production des biens communs paysagers, qui sont liés à des pratiques habitantes inventives et en constante évolution. Alors où mettre le curseur entre la création et la protection? On touche là une question éthique, celle des valeurs dont les biens communs paysagers sont des émergences et en même temps des vecteurs. Les communs paysagers répondent souvent à des objectifs d'indépendance socio-économique, de dignité humaine, de bien-être, de frugalité. Ce sont de facto des pratiques résilientes, premières de ces valeurs qu'ils érigent en paradigme économique à la place de celui de la croissance. Cette résilience est non seulement environnementale, mais aussi socio-économique. L'exemple le plus remarquable est celui bien connu de Détroit, mais on peut aussi citer Todmorden et les incroyables comestibles. Ce sont des véritables dynamiques de mise en place d'une équité territoriale, à l'inverse d'une logique égalitariste responsable pour beaucoup de la destruction de lieux, de l'homogénéisation des territoires et de la perte d'une cosmopolité résiliente. Les biens communs paysagers sont donc l'expression d'une volonté de différenciation égalitaire. Ils revendiquent la possibilité de choisir des usages communs jugés équitables. Et nous touchons là une question de justice sociale et spatiale, car nos choix réels à habiter l'un ou l'autre milieu de vie sont majoritairement très réduits. Et cette équité territoriale passe par un autre enjeu qui est l'accès à la terre. Dans les territoires urbains, pour ne prendre que cet exemple, l'accès à la terre productive est chaque fois plus restreint et dépendant de la spéculation foncière. À titre d'exemple, chaque année, la Wallonie urbanise l'équivalent de 3000 terrains de foot. Les communs paysagers de l'agri-urbanité et de la naturbanité permettent cet accès à la terre qui combine, comme on l'a vu, des enjeux économiques, de santé publique et de démocratie. La valeur d'équité va de pair avec celle de la moralisation de l'économie de marché. Les biens communs paysagers sont la matérialisation d'une volonté de créer le plus possible de biens de la plus haute qualité possible pour les habitants. C'est un projet qui refuse de se soumettre aux logiques d'un intérêt général supralocal, en fait souvent tributaire d'intérêts marchands qui n'ont rien de public. L'équité territoriale et la résilience, élevées au rang de paradigme économique, conduisent à une éthique de soin du milieu qui inclut les gens et les écosystèmes. Ce soin vise une coévolution entre nos établissements et la nature et il s'appuie sur des valeurs de coopération. Si mon voisin soigne bien sa parcelle ou ses cours d'eau, les miens en seront bénéficiaires. Je dois donc veiller à ce qu'ils soient en mesure de porter ce soin. Cette éthique est donc profondément humaniste puisque fondée sur le rapport à l'autre. L'enjeu du soin est sociétal, son corollaire, la reconnaissance de l'altérité, est une clé de la possibilité d'une démocratie. De fait, pour la philosophe Joëlle Zask, les jardins partagés, lieu d'équilibre entre l'individuation et la création de communs, sont un paradigme de démocratie. Chacun y soigne sa parcelle comme il l'entend, mais dans le cadre de règles décidées avec les autres. Les biens communs paysagers sont donc les fruits d'une expression démocratique et en même temps, ils sont les indicateurs de cette démocratie. Tous ces enjeux nous donnent une métafinalité qui est de l'ordre de la gouvernance. Les biens communs paysagers appellent des règles très claires de coopération et ce, à toutes les échelles. Ils mettent en place une gouvernance territoriale du bien vivre, une gouvernance locale fondée sur l'éthique de la responsabilité en opposition à la doctrine utilitariste de bien-être du plus grand nombre. Une telle gouvernance permet de contourner la logique des marchés car elle s'appuie sur des valeurs de coopération prioritaires sur celles du profit qu'elle génère néanmoins. C'est ce qu'on appelle le bien vivre
valeur alternative à celle du développement. Comme évoqué en ouverture, certaines de ces valeurs ne sont pas exemptes de débat. C'est le cas de la reconquête de la biodiversité. Comment arbitrer entre des contradictions d'échelle? Nous avons évoqué l'exemple de lutte locale contre l'implantation d'éoliennes géantes. À ce débat, on trouve un élément de réponse dans la littérature scientifique. La meilleure stratégie biodiversitaire et de résilience à l'échelle planétaire est la protection de milieux plutôt que d'espèces, l'échelle d'action la plus efficace étant celle des pays ou terroirs, notamment parce qu'elle permet de mobiliser les habitants par invitation et non par injonction, et donc d'inscrire cette reconquête dans la durée. De ce point de vue, la biodiversité et l'économie locale sont donc prioritaires sur un programme national auquel elles contribuent sur le fond et dans le long terme. Une autre valeur en débat est l'esthétique. C'est peu dire que certains biens communs paysagers prennent une certaine liberté avec la notion de bon goût. Par exemple, les jardins partagés urbains ont souvent une esthétique bricolée. Ils privilégient l'utile sur l'agréable. Pour le jardinier, le beau vient du bon. Il émerge de ce qui émerge de la nature. Mais cette esthétique ne fait pas l'unanimité, or elle s'impose à la vue des passants. Pierre Donadieu, toujours, y voit l'expression d'une valeur. La résistance contre toutes les forces politiques et sociales qui tendent à normaliser le droit à la beauté. Un dernier élément de débat, et probablement le plus crucial, porte sur la reconnaissance du caractère de bien commun de ces paysages, et donc sur l'opportunité de faire de ce caractère un objectif de projet, ce qui nous renvoie à la question d'un urbanisme des communs. Pour certains, les biens communs paysagers ne doivent pas être institués, car alors ils perdent cette indépendance vis-à-vis du pouvoir qui fait leur valeur de témoin d'une société réflexive. Pour cela, les communs paysagers et les biens communs qu'ils produisent ne peuvent pas être un projet. Et puis, il y a l'école inverse, qui voit dans ce mouvement une dynamique de gouvernance territoriale démocratique forte, et qui va demander, in fine, de réunir plusieurs conditions. Politique, avec une gouvernance paysagère territoriale locale et multi-acteurs, socio-technique, notamment pouvoir passer d'une valeur marchande à une valeur d'usage des milieux de vie, et éthique, avec les valeurs de soins et de transmission d'un territoire désirable. Nous avons vu les valeurs portées par les biens communs paysagers. Les projeter viserait à les cultiver et à les transmettre de façon tangible, en les inscrivant dans l'espace, et à rendre possible par leur perception même le débat sur leurs évolutions. Cet horizon d'un projet soulève malgré tout 3 questions principales. Celle des objets. Quels seraient les critères d'éligibilité d'un bien commun paysager? On a vu avec le cas du sol que l'enjeu est complexe. Celle des échelles. Les communs paysagers sont majoritairement locaux. Peut-on les penser autrement que comme une mise en réseau de dynamique locale? Une échelle d'action publique supralocale est-elle envisageable? Enfin, le projet pose une question morale et politique. La coopération est-elle supérieure ou meilleure que la concurrence? Nous voilà arrivés au moment de conclure ce chapitre. Nous avons vu l'importance de la manifestation des communs dans le paysage, la variété des espaces, des valeurs portées et de ceux qui les portent. Nous avons également saisi à quel point ces deux notions s'interrogent mutuellement, la question des biens communs paysagers comme projet renvoyant in fine à celle d'un urbanisme des communs. À cela, il me semble que le paysage, par l'approche de Gilles Clément, offre un horizon qui permet de nous affranchir de la nécessité d'une réponse holistique. Il s'agit du brassage planétaire, qui nous raconte que concurrence et collaboration ne sont pas contradictoires, que toutes les dynamiques locales participent au jardin planétaire, qui les dépasse amplement, mais qu'elles contribuent malgré tout à transformer. Ceci ouvre une piste, un chemin de traverse à l'idée d'établir en préalable des conditions de projet. Assumer, avec modestie mais détermination, dans nos lieux, par nos actes, de cultiver notre jardin, le milieu socio-naturel dans, par et avec lequel nous vivons, et ce, dans le plus grand souci du soin d'autrui et des supports de vie.